Nous allons nous déplacer de la littérature monde au Commonwealth Studies avec une présentation, merci Réginald pour Lise, avec une présentation de Simon Harel. Simon Harel, ça fait un très très grand plaisir de le présenter cet après-midi. Donc professeur au département des études littéraires à l'UQAM, co-directeur de l'antenne UQAM du CELAT. Je dois signaler pour ces, donc en fait je ne ferai pas l'énumération de ces publications récentes, mais en tout cas à venir, et voilà qui nous intéresse beaucoup, l'apparition à cet automne du deuxième volume de Espace en perdition, dont le sous-titre, est-ce que je me trompe Simon, est L'humanité jetable. L'humanité jetable. Donc je te cède la parole d'emblée. Vous dites ça marche là? Oui. Oui, d'accord. Alors je veux faire part de malaise. Se peut-il que la notion de francophonie soit un marché de dupes? Certes, la notion de francophonie est d'un usage facile quand il s'agit de faire référence aux institutions qui ont pour rôle de réglementer et de décréter ce qu'est la culture. Ainsi, les universités, les différentes formes de l'institution littéraire, les gouvernements, promeuvent avec le plus grand enthousiasme cette francophonie qui aurait, croit-on, de beaux jours devant elle. En témoigne une autre notion qui a l'heure de plaire et qui est devenue un cliché de toute politique culturelle. La diversité serait l'une des composantes de cette francophonie dont il faudrait saluer l'ouverture. A priori, je n'ai rien contre la francophonie, mais pour être honnête, rien ne justifie que je lui fasse un serment d'allégeance cet après-midi. La question que je me pose aujourd'hui est limpide. En quoi une notion, en témoigne la francophonie, est-elle d'une quelconque utilité pour un écrivain? Si l'on accepte de ne pas tenir compte des grandes célébrations institutionnelles, en témoigne encore une fois le sommet de la francophonie qui a lieu à Québec à la suite de la célébration du 400e anniversaire de la ville de Québec, la francophonie peut-elle être la source d'un imaginaire fécond? Cette référence aux communautés imaginées, au rôle de l'imaginaire dans toute narration de soi et des autres, n'est pas nouvelle. Un auteur connu, Benedict Anderson, y fait référence puisque son projet consiste à repenser les balises de l'État national, à prendre au sérieux la mise en récit, ou si l'on veut l'énonciation, des appartenances qui nous font être sujets de telle nation. À ce propos, Arjun Appadurai, s'inspirant entre autres de la pensée de Benedict Anderson, fait valoir que ces communautés imaginées ne sauraient être restreintes au seul aspect collectif. Selon l'anthropologue, il conviendrait d'explorer, à côté des communautés imaginées, la fonction de vie imaginée à l'ère de la modernité tardive. La thèse de l'anthropologue est séduisante. Les formes d'appartenance traditionnelles de la famille à l'État se délitent peu à peu. Les représentations territoriales et impériales de la nation se sont fracassées dans le contexte d'une décolonisation qui a vu le jour après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la nation ne serait plus le principe fondateur d'une légitimité politique, linguistique, culturelle. Il conviendrait de prendre en compte l'existence de transnationalismes qui représentent autant d'assises instables dans un monde qui est en proie aux reformulations souvent violentes de l'économie de marché dans un contexte de mondialisation. Et la toute récente et pas terminée crise financière en est un bel exemple parmi d'autres. Que vient faire dans toute cette histoire la notion de francophonie, qui est l'expression d'un faire collectif aux accents gaulliens, notion qui ne saurait masquer une pointe d'anglophobie, chère à De Gaulle? Quels sont les motifs qui peuvent nous conduire à utiliser cette notion, s'il le faut? Voilà une question que j'aimerais poser. Enfin, la francophonie est-elle en mesure d'interroger son propre passé et les refoulés de l'histoire collective qui, de manière peu idyllique, représentent un patrimoine commun et conflictuel? Pour le dire clairement, la francophonie est-elle en mesure d'interroger sa fondation coloniale, ce qui veut dire très certainement étudier le francocentrisme de la francophonie, puis son assise post-coloniale présente? Phénomène intéressant qui pourra nourrir la réflexion. Il n'est pas indifférent que mon propos soit énoncé dans le contexte québécois.
témoignage d'une indécision identitaire entre une affirmation nationale et un legs postcolonial qui n'est pas toujours facile de circonscrire, de la conquête de 1763 aux revendications présentes des Premières Nations. À ce sujet, j'ai mis en relief à d'autres occasions la conflictualité des lettres québécoises, dans la mesure où les figures de l'enracinement, de la préservation d'un patrimoine culturel, de l'éloge de la survie de la francophonie en Amérique du Nord ne me semblent plus, fort heureusement, représenter des thématiques un tant soit peu porteuses de sens. Sans qu'il soit pertinent de verser dans la polémique, il convient de noter la pluralité des assises linguistiques et imaginaires qui refondent la littérature québécoise présente. Au début des années 80, il était de mise de tabler sur les écritures migrantes. Celle-ci était le signe d'un déplacement de perspective majeur, puisque la littérature québécoise, sous sa forme institutionnelle, reconnaissait par l'entremise de prix, de célébrations, d'échanges internationaux, l'importance de la déambulation, des déterritorialisations qui sont, rappelons-nous Gilles Deleuze, la forme de toute littérature mineure. Cet éloge des écritures migrantes, on doit en convenir, s'est affaibli. Mais d'autres énonciations voient le jour au début des années 2000, les pratiques culturelles autochtones, dont les manifestations littéraires, il faut bien le dire, sont encore embryonnaires, mais sont prometteuses, pratiques culturelles qui ont fait l'objet d'une lecture et d'une écoute attentive. Il en va de même du rôle joué par les écrivains mondialisés, l'expression, je le sais, est maladroite, qui, pour diverses raisons, ne s'identifient pas automatiquement à la sphère francophone. Ces auteurs que l'on associait traditionnellement à la littérature canadienne, ou à la littérature anglo-canadienne, ou encore, si ce dernier terme n'était pas assez précis, à la littérature anglo-québécoise, sont maintenant lus et commentés, reconnus dans le contexte du Québec contemporain. Ainsi, Yann Martel, Raoui Hage, qui proviennent d'univers culturels fort différents au demeurant, ont été ces dernières années les récipiendaires de prix littéraires prestigieux. Mais voilà que notre réflexion sur la francophonie littéraire prend l'eau. Ces écrivains n'ont pas obtenu le Goncourt ou d'autres prix, ce sont des voleurs de langue qui ont fait le choix de l'anglais pour des raisons personnelles, culturelles, voire institutionnelles. Ces écrivains seraient-ils alors des traîtres à la patrie? À moins qu'ils représentent de manière complexe l'expression d'une francophonie à géométrie variable qui ne se satisfait plus d'un nativisme identitaire que je contestais un peu plus tôt. Qu'on me comprenne bien sur ces questions. Il serait odieux de dire que Yann Martel, ou encore de dire de Yann Martel ou de Raoui Hage qu'ils ont troqué le français pour l'anglais, des itinéraires, de nombreux voyages et une éducation qui, je l'imagine, a souvent été faite en anglais, ont pu conduire Yann Martel à privilégier pour son œuvre d'écrivain une autre langue que sa langue maternelle. Quant à Raoui Hage, arrivé du Liban il y a quelques années, le choix de l'anglais, encore une fois, correspond certainement à des déterminations personnelles importantes. Mais Raoui Hage, il convient aussi de le rappeler, est un étudiant à l'Université du Québec à Montréal qui rédige une thèse de doctorat dans le domaine des arts visuels. Et Yann Martel, malgré sa discrétion légendaire, ne se prive pas d'intervenir à propos de son œuvre en français à Montréal ou ailleurs. Il convient donc de nuancer la réflexion en cours et de se poser encore une fois la question de l'utilité du français quant à ses vies imaginées que décrivait Arjun Appadurai dans Après la globalisation. J'annonçais au début de cette communication avec une certaine impétuosité que la francophonie était un marché de dupes. Je voulais, grâce à cette expression forte, faire entendre que l'éloge, la célébration d'une langue native, le rappel de références culturelles communes, le plaisir de manier les mots traduisaient un répertoire de lieux communs. Il me semble en effet que la valorisation de la francophonie fait appel, dans la plupart des cas, au souhait d'une restauration d'une puissance passée. À n'en pas douter, l'expression de la francophonie serait l'apanage d'une conscience mélancolique, regrettant des temps anciens où l'affirmation d'un universalisme en français était de mise. Peut-on affirmer que l'utilisation laudative de la francophonie à titre de motif identitaire est inversement proportionnelle à sa valeur institutionnelle, économique, sociale? En d'autres termes, la francophonie est-elle l'expression d'une nostalgie envers ce monde autocentré que représenta et que pense encore représenter aujourd'hui la France?
se trouve-t-elle en mesure d'aborder les manifestations d'une scénographie post-coloniale, pour reprendre l'expression du théoricien et essayiste Jean-Marc Mourat? Imaginons donc une de ces vies, rêvons une de ces vies imaginées, imaginons cet écrivain québécois qui, à la suite d'un certain nombre de transits culturels, réapparaît sur un autre nom de plume, sous une autre identité linguistique, sur la place de Paris. Disons aux éditions Gallimard. Que penser de cette légende urbaine qui accourt à Montréal pour être publiée à Paris? Un auteur québécois doit d'abord changer de nom, biffer toute référence au Québec, faire traduire son roman en conte d'auteur, être publié à New York, Sydney ou Londres, se faire traduire de nouveau en français à Paris afin d'être reconnu. La francophonie serait-elle un marché de dupes? Imaginons que cet auteur fasse l'objet d'une critique élogieuse dans les pages littéraires du Monde. Imaginons, somme toute, l'histoire que je vous raconte soit celle d'un Romain-Gary post-colonial québécois, né à Montréal, se faisant passer pour un autre, connaissant le succès et devant maintenir une supercherie afin de pouvoir entretenir un mythe littéraire. Serait-ce un alias de Régent Ducharme, qui, par l'entremise d'un prête-nom, aurait élaboré une œuvre singulière que l'on attribue aujourd'hui à Paris ou à Montréal à ce bizarre écrivain australien solitaire dont on n'a jamais vu autre chose qu'une photographie jaunie prise dans son appartement de Melbourne en compagnie de son chien? Serait-ce cet écrivain néo-zélandais vivant aujourd'hui en reclus en Malaisie, dont l'œuvre, dit-on, aurait influencé avant l'heure les écrits d'un Gillian Maxwell Coetzee? Cet écrivain d'origine inconnue, dont je me plais à entretenir le mythe, ne serait-ce pas un Hubert Aquin, qui, dans son impétuosité, aurait décidé de passer à l'ennemi et d'être publié en anglais, alors même qu'il écrivait prochain épisode, façon d'aller encore plus vite et de maîtriser la langue du maître? Prenons quelques exemples récents. Raouillage publie en 2006, Denis Rose Game, roman traduit il y a peu aux éditions Boréal de Montréal et qui connaît un très grand succès. Critiques littéraires francophones et anglophones soulignent l'impact de ce livre. Raouillage, dont je mentionnais tout à l'heure qu'il était étudiant en arts visuels à l'UQAM, université francophone et urbaine par excellence, sur la place de Montréal, reçoit en 2008 le International Impact Dublin Literary Award, qui est un prix littéraire important si l'on tient compte, entre autres, de la dotation de 100 000 €. Ce prix est offert à tout écrivain qui a publié un roman, peu importe sa nationalité, la langue première de publication. C'est ainsi que Makin était finaliste en 2008, que Benjeloun reçoit ce prix en 2004, de même que Michel Houellebecq pour les particules élémentaires en 2002. Comme on le constatera à l'instant, les noms des finalistes sont prestigieux. En 2007, Gillian Barnes, John Maxwell Coetzee, Cormac McCarthy, Salman Rushdie. En 2004, Paul Auster, William Boyd, Rohinton Mistry. En 2002, Margaret Atwood, Carlos Fuentes. En 2000, Toni Morrison, Philip Roth. En 1999, Don DeLillo. Un autre exemple me permettra d'affiner cette réflexion sur la reconnaissance des écrivains, qu'il s'agisse du cercle restreint de la francophonie ou de ce que l'on peut appeler, à défaut d'autres termes, le domaine des Commonwealth Studies. Yann Martel est un écrivain canadien né à Salamanque en 1963. Fils de parents québécois, francophones, Yann Martel vivra une enfance en des lieux divers de l'Ouest canadien, aux États-Unis, sans oublier l'Amérique centrale et l'Europe. Poursuivant des études universitaires à l'université de Trent, Yann Martel publie dès 1996 un roman qui a pour titre Self, qui connaîtra un succès critique significatif. L'itinéraire est désormais connu. À la suite de la publication de son troisième roman, Life of Pi, en 2001, Yann Martel devient un écrivain renommé. Il fait partie de ces rares écrivains globalisés qui, à l'instar d'un Paul Auster ou de Salman Rushdie, sont considérés comme des auteurs hybrides sans référence identitaire singulière. En 2002, Martel reçoit le fameux Booker Prize. L'ouvrage est en nomination pour l'obtention du Commonwealth Writers' Prize for Best Book. Voilà ce que l'on peut appeler un immense succès. Il faut bien reconnaître à propos du Québec contemporain que nos succès proviennent rarement du domaine de la littérature, qui demeure un lieu de création, pour ainsi dire, confidentiel. Cela ne signifie évidemment pas que la littérature d'ici est moins intéressante.
Cela veut peut-être dire par contre que la littérature d'ici correspond à des motifs narratifs et poétiques qui ne s'inscrivent pas dans la continuité des grands récits littéraires et des métadiscours narratifs en provenance du monde anglo-saxon. Pour le dire clairement, des critiques sans doute un peu méchants et désabusés ont pu penser, et ne pas oser dire, ou encore le dire, que Yann Martel écrivait une œuvre en tout point conforme au modèle narratif dominant et normatif tributaire des grands discours critiques à la mode, de l'écologie aux problématiques retenues par les études culturelles et post-coloniales, dans les universités américaines, australiennes et anglaises. Pour le dire encore plus nettement, ces critiques décidément méchants considéreraient que l'œuvre de Yann Martel n'est qu'une recette, une sorte de récit scénarisé, selon les modes les plus récentes du Hollywood postcolonial anglo-saxon. On peut recevoir cet argument et se dire que de V.S. Naipaul à Rushdie, sans oublier Derek Walcott, Nadine Gordimer, Rohinton Mistry, un grand écrivain canadien, il y a une recette à laquelle nous, écrivains québécois, ne souscrivons pas. On peut aussi adopter, c'est plus dommage, un point de vue amer et se dire que les anciennes Commonwealth Studies, qui se sont transformées depuis peu en études post-coloniales, savent décidément accueillir des écrivains qui, à première vue, semblent étrangers à leur communauté d'appartenance. La question mérite encore une fois d'être posée. Quels sont les facteurs institutionnels, puisqu'il s'agit ici de prix littéraires internationaux, sur lesquels un écrivain peut légitimement compter s'il veut vivre de sa plume et obtenir une reconnaissance symbolique dans le domaine de l'institution littéraire? Je mentionnais que dans le domaine littéraire, nos créations, celles en provenance du Québec, ne visent pas souvent l'exportation. On trouvera peut-être l'expression scandaleuse, on ajoutera que la notion même d'industrie culturelle est à prendre avec des pincettes, on fera valoir que la francophonie ne s'embarrasse pas de ce commerce, mais pourtant le domaine des livres, vous n'avez qu'à le demander à l'éditeur qui vous publie, est une entreprise commerciale. À ce sujet, l'état actuel de la francophonie internationale, qui met l'accent sur la notion de diversité culturelle, me semble une belle manière d'éviter de poser des questions autrement plus brûlantes. Au lieu d'exprimer le souhait de cette diversité, puis que la francophonie opposée à l'américanisation de la culture est capable de loger une véritable hybridité culturelle, il convient d'interroger la fausse unanimité qui correspond à cette définition bienséante d'une identité partagée. La francophonie ne correspond pas à une réalité objective. Il est absolument inutile de la figer en un domaine institutionnel. Elle est une réalité imaginée par des locuteurs et des collectivités qui sont engagés dans des transactions langagières. Les écrivains travaillent constamment ce matériau énonciatif et rhétorique. À partir de cet effort qui permet de modeler le médium du langage, il est envisageable de faire de la francophonie une réalité de discours plutôt qu'un a priori idéologique. Il convient de rompre avec une définition de la francophonie qui favorise un modèle autocentré, la métropole, l'État-nation rayonnant bien sûr la France, à partir desquels, par cercles concentriques, des manifestations de la différence culturelle se manifestent. De plus, il ne sert à rien de revendiquer par l'entremise de manifestes à propos d'une littérature monde en français la dégradation d'une littérature française impériale. Bien que les intentions des écrivains à la recherche d'une littérature française libérée de son pacte exclusif avec la nation aient raison de refuser ce centre que représente la littérature franco-française, il faut avoir l'honnêteté d'admettre que ce débat est désuet. Dans le cadre des Commonwealth Studies, l'émergence de la littérature monde ne s'est pas faite attendre. Elle a vu le jour dès la fin des années 40. Ce n'est pas de retard historique dont il est question à ce sujet lorsqu'il s'agit de la francophonie, mais d'un véritable sous-développement culturel qui interdit d'étudier les fondements postcoloniaux de la francophonie. Tant que la francophonie n'osera pas lier la question politique et la question littéraire, elle demeurera ce qu'elle est, c'est-à-dire un musée exotique. Tant que la francophonie maintiendra la préséance de la langue française comme fondement de l'appartenance nationale ou, parce que c'est à la mode, plurinationale, elle maintiendra de façon édifiante le principe d'une identité composite, à savoir que l'on peut être québécois francophone, originaire du Liban, de l'Égypte, du Vietnam, de la Suisse ou de la Martinique et parler la même langue, comme si cette dernière représentait un fondement indiscutable, héréditaire, phylogénétique de la pensée.
Cette déclinaison vertueuse des fondements territoriaux et identitaires de la francophonie, en mesure de la formulation, et francophone qui parle français, ne remet pas en question le principe de cette autocatégorisation que la francophonie instaure de manière normative, ainsi la norme hexagonale, qu'il s'agisse de la langue, des expressions littéraires et, quoi qu'on en dise, toujours de mise. On peut bien sûr soumettre que le plurilinguisme, forme actuelle de la modernité tardive, modifie de fond en comble ses critères d'appartenance nationale et linguistique. On peut même faire preuve d'optimisme, ajouter que l'hégémonie franco-française s'atténue peu à peu. Permettez-moi personnellement d'en douter. La politique du français dans le domaine de la francophonie est associée à ce principe qui consiste à se mettre au service de la langue française, de sa survie, ce qui justifie tous les discours culpabilisants et moralisateurs. On entend souvent ces discours au Québec, notamment de la part des politiques, qui, sous le prétexte de défendre la francophonie, culpabilisent le bon peuple, font valoir la passivité de celui-ci à l'égard de la montée de l'anglais et de l'américanisation culturelle. Il ne peut y avoir de culture, comme il ne peut y avoir de littérature, si elles sont soumises à la nostalgie d'une origine grandiose, aujourd'hui dégradée, au souhait de restauration de cette origine, sous la forme de discours utopiques qui expriment l'idéal puriste d'une langue française, ou encore, comme l'exprimait récemment Nicolas Sarkozy, d'une politique de la renaissance culturelle. Certes, il est peut-être pertinent de compter au nombre des valeurs dites françaises la démocratie, l'universalité, l'égalité, mais ce propos n'est-il pas encore une fois naïf dans la mesure où il escamote totalement cette dimension postcoloniale qui, sous forme de conflit, a constitué l'essentiel des Commonwealth Studies. Alors à ce sujet, les auteurs du Manifeste pour une littérature monde en français écrivaient, je cite, j'amorce ma conclusion, dans une Angleterre rendue à sa troisième génération de romans woolfiens, c'est dire si l'air qui y circulait se faisait impalpable, de jeunes trublions se tournaient vers le monde vaste pour y respirer un peu plus large. Puis, au cœur de cette effervescence, Ishiguro, Ben Okri, Michael Ondaatje et Salman Rushdie, qui exploraient avec acuité le surgissement de ce qu'il appelait les hommes traduits, ceux-là, nés en Angleterre, ne vivaient plus dans la nostalgie d'un pays d'origine à jamais perdu, mais s'éprouvant entre deux mondes, entre deux chaises, tentaient vaille que vaille de faire de ce télescopage l'ébauche de mondes nouveaux. Fin de citation d'une partie de ce manifeste. Cette décolonisation des lettres anglaises eut cours dès les années 60. Ces tropicalités subversives virent le jour à la suite des critiques qui proclamaient « The Empire Rides Back ». On ne saurait rien imaginer de tel dans le contexte francophone. On ne peut surtout pas imaginer la pertinence de cette critique dans un contexte contemporain où les grands mouvements de décolonisation ont fait place au constat souvent amer d'un surplace, d'un ressassement. Je reviens à cet écrivain fictif qui habite les contours de ma communication. Faut-il, comme on pourrait le penser à propos des œuvres de Rabouillage et de Yann Martel, passer à l'ennemi, trahir, déserter? Est-il possible de déserter sa langue maternelle? J'en doute. Mais il est certainement possible d'envisager l'institution de la francophonie comme une mère de substitution qui vous prodigue les soins requis, qui vous cajole alors même que cette adoption ne vous convient pas, vous indispose, à vrai dire, profondément. Pour des raisons qui tiennent d'abord à leur itinéraire personnel et à leur conscience linguistique, Age, Martel ont fait le choix de l'anglais. Et voilà que ce choix se traduit par l'obtention de prix internationaux dont nul écrivain québécois n'oserait rêver dans l'espace francophone. Malaise. Le Québec est reconnu comme l'un des exportateurs les plus importants de produits culturels dans l'espace francophone, qu'il s'agisse du multimédia, de l'industrie du jeu vidéo, de la chorégraphie, des nombreuses manifestations de l'art du cirque qui voient le jour, presque quotidiennement donc, des arts visuels. Tout cela se vend parce qu'il y a peu de mots écrits en français qui évoquent la scénographie identitaire d'une francophonie qui hésite sans cesse entre le rappel d'un passé glorieux et la nécessité d'une survie qui recourt au chantage institutionnel d'une langue en voie de disparition. D'où l'affirmation par les Français, sinon vous allez la perdre. C'est comme si les choses se disaient et se pensaient de cette manière. Ces artistes, danseurs, peintres, chorégraphes n'ont pas besoin de la francophonie, au sens où ils ont besoin d'une langue qui leur est imposée sous la forme d'un fardeau culturel franco-centré. Ces artistes créent l'imaginaire d'une francophonie inventée,
À ce sujet, les artistes, les chorégraphes auxquels je fais référence percent tous à l'étranger, et surtout à Londres, à Francfort, à Sydney, à Singapour et à Hong Kong. Ce sont les véritables créateurs transnationaux d'une francophonie qui a accepté de laisser tomber le carcan identitaire d'une langue fétiche qui correspond à ce francocentrisme désuet, vestige désuet encore une fois d'un colonialisme. En d'autres termes, les créateurs québécois qui sont de culture nord-américaine ont perçu rapidement, un peu comme l'écrivain fictif que je mettais en scène, qu'il ne sert à rien d'attendre 10 ans pour être publié à Paris, et qu'il valait mieux foncer hier vers New York et Londres, aujourd'hui vers Tokyo et Sydney, et demain. On verra. Cette attitude braconnière que je revendique est une façon de pratiquer une fuite en avant. Plutôt que de s'en remettre au reste d'un patrimoine culturel qu'il faudrait honorer, la francophonie n'a-t-elle pas pour enjeu politique et institutionnel explicite d'interroger dans la plus grande urgence cette scénographie postcoloniale qui l'empêche littéralement de naître? Merci.